Bonjour mesdames et messieurs, une petite dernière vidéo pour peut-être revenir sur les quelques pages du cahier qu'on n'a pas regardé puis terminer l'information nécessaire. Vous avez ici les 10 étapes minimum, je les ai déjà consultées dans les vidéos précédentes. Je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil sur ce document-là, de le lire à mon avis 2 fois, m'apparaît très raisonnable, question de se le mettre en bouche. Et venez confirmer ce qu'on a regardé dans les vidéos, puis il peut y avoir des compléments d'informations que je n'ai pas mentionné. Nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus cette partie-là pour terminer notre formation, c'est-à-dire la procédure de mise hors service d'appareil dans un contexte global. Mais on le fera pas à travers le cahier, même si vous pouvez le lire et puis vous trouverez des éléments intéressants. Je vais plutôt le faire cette partie-là avec le PowerPoint. C'est pas une partie qui est très compliquée. On vous explique ici en fait les détails d'une procédure d'arrêt, toujours en respectant les 10 étapes qu'on a mentionnées. Bon, certaines n'auront pas lieu, là. La préparation d'une entrée en espace clos, par exemple, n'est pas nécessaire pour un échangeur où personne entre. Mais on va retrouver les mêmes étapes et les mêmes logiques à tout le moins, donc il n'y a rien de très difficile là-dedans. C'est peut-être ici ce que vous devez retenir comme apprenant, c'est les spécificités entourant chaque équipement. Ça sert à rien d'apprendre par cœur la procédure d'arrêt de l'équipement. Ça vous sert surtout, on va essayer surtout d'identifier quelles sont les problématiques ou quels sont les éléments qui diffèrent d'un équipement à l'autre. Et si vous vous souvenez de ça et que vous avez en tête vos procédures minimum, vous serez en mesure en usine d'arrêter les équipements de base qu'on va regarder ensemble. On ne les regardera pas tous, évidemment, ce serait beaucoup trop long. On a donc sélectionné des équipements qui, à notre avis, vont se retrouver dans votre vie de tous les jours. La tuyauterie en est un bon exemple. Je vous donne ici une mise en situation parce qu'il faut bien trouver une raison pour laquelle on l'arrête. On voit ici de l'huile à chauffage qui est acheminée vers différents réseaux, on pourrait dire vers différents lieux de notre usine dans lesquels on consomme de l'huile à chauffage, par exemple. Et on a ici un coude, puis évidemment au niveau du coude, il y a eu une fuite. Puis on vous donne tout de suite aussi un indice sur la méthodologie avec laquelle on doit travailler. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette section-là aussi? Ça va être, ça pourrait être un problème. En premier lieu, qu'est-ce que vous allez faire? C'est bien simple. Vous devez communiquer avec les gens que vous fournissez. On s'en rappelle. En deux, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais en deux, vous allez devoir, pardon, je me suis rappelé une page. En deux, vous allez devoir évidemment arrêter l'unité. Ça veut dire ça, arrêter les pompes, puis faire en sorte que les pressions puissent baisser graduellement une fois la pompe qui sera arrêtée. Et vous allez à ce moment-là aussi sectionner vos différentes vannes tout de suite. Donc vous allez prendre vos vannes et vous allez venir les fermer. Évidemment, les drains l'étaient déjà. Donc on s'assure que l'ensemble des vannes sont fermées. Ça va être pour votre procédure d'arrêt. Vous le savez comme moi, le troisième élément qu'on vous demande de faire, ça va être l'isolation et le cadenassage de tout ce qui ne sert pas. Donc évidemment, si on avait une pompe ici, on serait venu arrêter la pompe. On serait venu sur le panneau de contrôle nous mettre un beau moraillon. Il est beau mon moraillon. Puis on aurait coupé l'alimentation électrique de la pompe. Puis on serait venu tester si la dite pompe fonctionne ou fonctionne pas. Par la suite, on serait venu chaîner et cadenasser toutes les vannes que l'on pense importantes. Donc, moi, j'irais faire évidemment cadenasser et chaîner toutes ces vannes-là. Parce que normalement, je ne vais pas les rouvrir. On cadenasse et on chaîne pas les vannes de drain parce qu'on aura bientôt besoin de dépressuriser et de vidanger. Donc, puis c'est le cas, on doit dépressuriser. Et maintenant, à quelle pression je dois dépressuriser? Je vous l'ai dit, il faut garder une légère pression résiduelle. Être à 0 PSI serait ici une mauvaise idée. On va donc dépressuriser s'il y a lieu l'huile à chauffage de la ligne. Disons que la pompe avait un refoulement à 50 PSI. J'espère que quand j'ai arrêté la pompe, j'ai réussi à baisser un peu cette pression-là. Autrement, ma pression résiduelle devra partir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller aux égouts. Donc, je vais faire un signe d'égout. Je vais aller
brancher une tuyauterie, flexible ou rigide, dépendamment des normes de votre usine, et on va venir drainer ça vers les égouts de procédé. Je vous rappelle que ces égouts-là, c'est pas les égouts pluviaux, c'est les égouts de procédé. Dans ces égouts-là, qui sont beaucoup plus un puits, en fait, qu'un élément de ce longueur-là, ben on va amener tous nos produits qui seront pompés vers le slop ou vers le traitement, le cas échéant. Et on va ouvrir tout doucement le drain comme ça, on le craque, on l'ouvre jamais à 100%. On le craque, puis on va venir dépressuriser le réseau jusqu'à la pression que l'on veut. Et c'est là qu'on va passer à la 5e étape, à la vidange. Donc, on poursuit parce que c'est le même lieu. La seule différence, c'est quand on aura atteint la pression atmosphérique, il va falloir ouvrir cette vanne-là, parce que si on n'ouvre pas cette vanne-là, évidemment, ce sera très difficile de drainer l'entièreté du produit puisqu'on va tomber en dépression dans toute la section de tuyauterie. Par la suite, vous allez devoir faire quoi? Mais si un soudeur doit venir ici, il faut absolument que vous nettoyiez l'équipement. Puis c'est là que vous allez commencer vos procédures de nettoyage. On est sur de l'huile à chauffage, de l'azote ou de l'eau serait plutôt dysfonctionnel. Donc on va plutôt opter pour la vapeur ici. Eh bien, la vapeur, puis c'est un peu pour ça que j'avais mis ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette section? C'est peut-être ce qui va commencer à nous causer un petit problème. Pourquoi? Parce que vous le comprendrez que si on met de la vapeur, premièrement, vous la mettez où? Vous avez 3 choix. Choix 1, choix 2 où brancher la vapeur, ou choix 3 où brancher la vapeur. Je vous laisse un petit instant pour y penser. Vous pouvez aussi vous mettre sur pause pour avoir la réflexion, puisque je donne la réponse dans 3, 2, 1. Ça va être au point 2 que vous allez mettre la vapeur. C'est très très simple. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la vapeur va évidemment se condenser puis qu'on devra récolter du condensat. Ce condensat-là, on va le récolter où? On va le récolter ici. Là, on va voir évidemment des gouttes qui vont tomber. Puis encore une fois, étant donné qu'il y a des traces d'hydrocarbures, on a gardé notre fameux égout collecteur. Et puis on continue d'aller à l'égout avec notre condensat. On va pas l'acheminer nécessairement par tuyau cette fois-là parce qu'il y a des moments où il y aura des mélanges de vapeur et de condensat ensemble, puis envoyer de la vapeur dans un égout, vous le savez, c'est pas recommandé. Donc j'aurais tendance de rester à l'atmosphère simplement pour que la vapeur puisse s'échapper quand il y en aura et que le condensat puisse être récolté dans une panne qui, elle, pourrait être branchée à un égout ou un réceptacle. Là. Normalement, les usines ont été conçues pour faire ça, bien designées, puis vous trouverez rapidement des solutions. Les gens vous montreront les solutions. Donc je fais entrer ma vapeur par là. On peut sous-entendre que ce coin-là sera bien nettoyé, alors ça va, on va nettoyer à la vapeur, on arrive ici. Ici, évidemment, si j'ouvre pas cette vanne-là pour faire sortir encore une fois de la vapeur et du condensat, quand c'est un point bas, on n'a pas vraiment le choix, il y a toujours les deux. Donc, je mets un autre égout collecteur ici, parce que sinon, je pourrais pas ramasser ma vapeur. Si je fais ça, je pense que je suis correct. Là. Je vais me ramasser avec un nettoyage très adéquat de la tuyauterie. Pensons à la vapeur qui va là, qui va se ramasser ici dans le coin et qui va sortir comme on l'a montré. Le problème, ça va être là. J'ai drainé la tuyauterie, c'est donc vide. On peut donc penser que la vapeur aurait tendance à monter ici, mais est-ce que la vapeur va se rendre jusqu'à là? Pas vraiment. Donc, j'ai ici toute une partie qui sera malheureusement pas passée à la vapeur. À mon avis, toute cette section-là ne le sera pas. C'est là que je me retrouve avec une certaine problématique parce que je vais devoir nettoyer cette zone-là. On va pas entrer dans les détails ici, je voulais juste vous montrer à quel point dire je passe la vapeur, c'est pas si simple que ça. Ce qu'on ferait dans bien des cas ici, c'est qu'on irait chercher les brides, et puis on viendrait enlever une section pour pouvoir injecter la vapeur par là si j'ai pas de vanne de drainage plus loin. Là, on n'a pas le reste. Évidemment, si j'avais une vanne de drainage un peu plus loin, je pourrais utiliser cette vanne-là, puis venir brancher ma vapeur pendant une certaine période ici et nettoyer. On n'ira pas dans le cas d'espèces, mais c'est sûr que si je ne trouve pas de vanne de drain, je dois débrider une partie des tuyauteries et connecter quelque chose pour être capable de nettoyer. Je peux pas laisser des traces ici d'huile alors que quelqu'un va venir souder dans cette section-là, vous le comprendrez. Les autres étapes, puis ce que j'ai peut-être pas vu, parce que ici je vous parlais plus de la logique, regardons-le ensemble, puis vous allez voir que ça ressemble à procédure minimum, comme je vous le disais, avec des fragments d'informations supplémentaires.
Donc, pour la tuyauterie, bien évidemment, vous arrêtez, vous isolez, hein, ça c'est le point 1, 2, 3, 4, là, essentiellement. Vous dépressurisez le réseau, donc on est au point 4 de la procédure minimum. Vous vidangez, on est au point 5. Ici, on en rajoute. Si vous avez des revêtements calorifiques, ben, c'est le bon moment de les enlever, hein, puisque là, on n'est plus en fonction, donc on enlève les éléments calorifiques. On commence à regarder où est la zone de travail où on va être. Hein. Fermer le traçage, ben, c'est sûr, si vous aviez du traçage, je vous l'enlevez, vous avez plus besoin des sources d'énergie, là, tu sais. Puis même moi, je l'aurais fait dans l'isolation du circuit. Là. Ici, mes collègues l'ont fait un peu plus tard. Puis ça dépend aussi de la nature du produit qu'il y avait à l'intérieur, je pense, ça pourrait influencer un peu. Sinon, bien, vous purgez à la vapeur, c'est là qu'on était rendu. Vous lavez à l'eau, si requis, hein, puis ça dépend évidemment des produits. Dans le cas ici, franchement, avec de l'huile à chauffage, vous allez travailler à la vapeur tout le long. Vous allez faire les tests d'explosivité à plusieurs endroits. Ben ici, vous allez les faire partout où c'est possible. Donc, vous allez faire vos tests là, vous allez faire vos tests dans tous les drains pour s'assurer que dans la tuyauterie, il reste pas d'hydrocarbures inflammables. Donc, partout où vous pouvez vous approcher de la tuyauterie, vous faites les tests. Puis évidemment, ben, vous faites les tests de LIE hein, dans cette zone-là ici aussi, parce que il y a un opérateur qui va, quelqu'un qui va bientôt souder cette section-là. Puis après, ben, vous émettez le permis de travail approprié. On dit approprié parce qu'on veut pas vous dire à chaud ou à froid, parce qu'on connaît pas le résultat de vos tests. Donc, évidemment, puis le permis, c'est pourquoi? C'est essentiellement pour poser les plaques d'obturation, d'accord? Donc, si vos tests de LIE sont négatifs, donc il y a pas de danger d'inflammabilité dans la zone, ben, vous pouvez émettre des permis à chaud. Les gens vont arriver avec des équipements électriques et ou pneumatiques et venir faire le travail. Ce sera beaucoup plus facile pour eux. Advenant un problème très important d'une LIE trop haute, on recommande de nettoyer jusqu'à ce que l'AIA soit baissé. Surtout dans le cas d'une soudure, là, jamais je tolérerais que dans la zone, il puisse avoir des traces d'hydrocarbures inflammables, par exemple. Alors, on la baisserait. Dans d'autres cas, vous auriez peut-être à venir travailler avec un permis à froid. Donc, on va vous donner des outils et des clés hein, qui ne produisent pas d'étincelles. Donc, vous pourriez avoir des permis à froid si l'AIA est trop haute. Mais dans cet exemple-là, ce serait tout à fait aberrant de le faire. Évidemment, on pose les plaques. Comme je vous disais, dans certaines usines, on reprend les tests. On va être sûr que lors de la pose de plaques, on n'a pas fait bouger un liquide ou autre qu'on n'aurait pas nettoyé ou l'huile à chauffage ici qu'on n'aurait pas nettoyé. Évidemment, dans le cas du soudeur, on va ici assécher à l'azote et à l'air. Pourquoi? Ben parce qu'il va venir dessouder cette section-là et la reposer. On veut pas que quand il enlève les bouts de tuyauterie, il y ait de l'eau, des résidus huileux, hein, encore des légères traces d'huile qui traînent, hein, qui viennent souiller son lieu de travail. On est des professionnels, comme techniciens, on remet des appareils qui sont propres. Puis évidemment, ça évite toute forme d'incident ou de stress ou d'accident de travail qui pourrait être encouru par ça, parce que la personne s'attend à ce que vous lui remettiez un équipement mécanique qui est relativement séché. Puis évidemment, on vérifie tout changement de condition. Ça veut dire refaire des tests constamment jusqu'à temps que la personne vienne souder ici. Normalement, si quelqu'un quitte la zone hein, de travail et quelqu'un y revient, on doit tester à chaque fois où on revient dans la zone pour s'assurer qu'il n'y a pas une modification pendant notre départ.